Bonjour, j'espère que t'aimes la couleur parce que dans cette vidéo, on va peindre un tas de trucs. J'ai tenu ma promesse pour l'escalier et on a avancé sur plein de projets, mais bien sûr, comme à chaque fois, j'ai surtout eu des imprévus. Bienvenue sur mon chantier, je te raconte tout ça. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel. Sa première utilité, c'est ta sécurité en ligne. CyberGhost VPN cache ton IP, mais également crypte tes données pour te protéger contre les sites malveillants, les tentatives de hacking ou encore les vols de données sur tes appareils. C'est surtout recommandé si tu te connectes à un Wi-Fi public. Ça peut être le Wi-Fi d'un fast-food, de la gare ou de ton lycée. Si tu te connectes à ce genre de Wi-Fi, t'es très vulnérable au vol de données. Il suffit que tu fasses une petite transaction PayPal quand t'es sur un Wi-Fi public et quelqu'un peut te piquer tes identifiants pour vider ton compte. Avec CyberGhost VPN, t'élimines totalement ce risque. Tes données seront entièrement cryptées, personne pourra te les voler, que ce soit ton code bancaire ou tes identifiants sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre. Pipou, c'est indécent ce que tu fais, vraiment. Alors ça, c'était la première utilité d'un VPN, mais il y a plein d'autres façons utiles de l'utiliser qui peuvent même te faire économiser des sous. Pardon, on ne voit même plus. Avec CyberGhost, tu peux localiser ta connexion de où tu veux dans le monde et c'est là que tu peux avoir des avantages. Imagine, tu veux voyager en Espagne. Bah si tu réserves ton hôtel depuis la France, tu auras droit au tarif gros pigeon de touristes qu'on peut arnaquer. Par contre, si tu localises ta connexion en Espagne, et bah tu pourras réserver la même chambre d'hôtel pour beaucoup moins cher avec le tarif local. Pour préparer un voyage par exemple, c'est top pour éviter les tarifs qu'on applique aux touristes. Maintenant, imaginons que je localise ma connexion au Japon, et bah ça me débloque tout le catalogue Netflix japonais. Avec un VPN, tu peux débloquer tout le contenu géorestreint sur toutes les plateformes, que ce soit sur Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, YouTube même. Il y a aussi plein de gens qui l'utilisent pour regarder par exemple les courses automobiles ou les rediffusions des chaînes des autres pays. Un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils, donc tu peux partager ton abonnement avec tes proches. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, le support technique est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et évidemment j'ai une promo pour toi. Si tu cliques sur mon lien en description, t'as une réduction de 83%, ton abonnement passe à 2,03 € par mois et en plus t'as 4 mois offerts. Tout ça en plus des conditions habituelles de 45 jours satisfaits ou remboursés. Je suis désolée, hein, mon chat est indécent aujourd'hui, il est ingérable. CyberGhost VPN, c'est déjà 38 millions d'utilisateurs satisfaits. Encore un tout grand merci à eux de sponsoriser cette vidéo et sans plus attendre, on passe à la vidéo. Bon, il est temps de peindre. Promis, on fait l'escalier dans cet épisode-ci, mais juste avant, on fait le mur de la cour. J'ai entré en fait, pourquoi est-ce que je m'enlève avec ça là tout de suite? Pour le plaisir de déplacer une échelle pour rien. La danse, la forêt, la solitude. Le mois dernier, on avait peint ce premier mur en crème jaune bizarre et on n'était pas convaincus. Le truc, c'est qu'on avait prévu une cour bicolore et avec un peu de chance, cette deuxième couleur va rendre super bien. C'est très bleu, c'est beaucoup plus bleu que ce que j'imaginais. Oui, là pour le coup, on a été un peu couillus sur le choix de ce bleu. Ah oui, c'est très bleu, très bleu. C'est très bleu. Bonjour Pipou. Après, moi j'adore la couleur, Ma hantise, c'est ce genre de maison toute blanche, toute vide. J'ai le frisson. Mon cauchemar sur Terre, c'est la maison de Kim Kardashian. Est-ce que c'est moi qui suis devenue daltonienne ou la couleur a disparu? Est-ce que quelqu'un a vu la joie? Le bonheur? Où est le bonheur? Personne ne l'a vu dans cette maison. Vous êtes actuellement dans les backrooms. Bref, toute cette condescendance pour justifier que je peigne un mur en bleu. Moi franchement, je suis optimiste. En tout cas, la couleur me plaît déjà beaucoup plus que ce jaune étrange. Non, je crois que ça va le faire en fait. Ouais, ça va être bien, ça va être très bien. Si ça me plaît pas, je changerai. Oui, puis de toute façon, c'est un mur extérieur. Je serais bien obligée de le repeindre de temps en temps, quoi qu'il arrive. Donc, si j'ai envie de changer de couleur tous les 2 ans, eh ben je peux. Ça se trouve, l'année prochaine, ma cour, elle sera rose bonbon et personne pourra rien dire pour m'en empêcher. Je suis Odiane Cliché et les murs de ma cour sont bleus. Ah, mais je sais que j'ai désormais l'étiquette de l'original du quartier, Tu sais, la folle du coin, celle qui peint ses murs en bleu et qui considère son chat comme son enfant. Attention Loulou, c'est de la peinture. Mets pas ton nez dessus, s'il te plaît. J'ai jamais compris pourquoi, en devenant adulte, on est supposé devenir gris, sérieux et ennuyeux. Rompiche, ennui, dépression. Est-ce que je suis en train d'en faire des tonnes et d'être ultra condescendante envers les gens qui ont des goûts en déco beaucoup plus sobres que moi pour essayer de convaincre la terre entière que ce mur bleu était un bon choix? Peut-être. En tout cas, c'est une couleur que moi j'adore, ça c'est sûr. Elle a un côté familier et rassurant. Et puis je finis enfin par comprendre pourquoi cette couleur m'est familière. Mais c'est pour ça que j'aime cette couleur. C'est parfait. Rodéo, la boisson énergisante à 29 centimes la canette. À ce prix-là, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Évidemment, je suis convaincue que c'est très mauvais pour la santé, mais ça a bon goût et c'est pas cher. Et la couleur est sympa. Pour bien remplir les petits trous dans la brique, je tapote mon pinceau. Je sais que c'est super original comme couleur et que plein de gens seront sceptiques, mais plus j'avance sur ce mur, plus moi je suis confiante sur mon choix. C'est une couleur audacieuse, mais moi vraiment je l'adore. Et oh bonjour Pipou! Je veux pas t'embêter, mais là on voit plus rien sur le mur que je suis en train de peindre. Merci Pipou, grâce à toi ce plan est très réussi. Y a pas une once de sarcasme dans cette phrase. Tout plan sur lequel on voit Pipou n'est un plan réussi. Niveau hauteur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais depuis que je suis tombée de mon échelle début de l'été, j'ai vraiment du mal avec les échelles.
Ce petit escabeau, ça va encore parce qu'il a 4 pieds, il est bien stable, mais l'autre échelle, elle me terrifie. Cela dit, maintenant que je suis rentrée à l'intérieur, je peux profiter de la nouvelle vue de ma cuisine, et je dois dire que ça me plaît beaucoup. C'est joyeux, c'est coloré, c'est beaucoup moins tristou que l'ancien mur grisâtre. Regarde, c'est une maison bleue, adossée à la colline. Je connais pas les paroles, du coup je vais arrêter de chanter. Et alors je suis pas encore conquise par le mur du fond, mais grâce au mur bleu, ce mur beige remonte un peu dans mon estime. Je commence à envisager le potentiel. Bon évidemment, il faut encore imaginer que le sol va changer, que je vais planter une tonne de végétaux dans cette cour. Il faut de l'imagination, il faudra aussi des bonnes finitions, parce qu'ici la délimitation entre les deux murs elle est dégueulasse. Dégueulasse. Là il y a encore que le primaire, avec la couche de finition la texture sera encore plus propre. Et pour le haut du mur, bah j'ai de la chance parce que ce jour-là Jimmy avait le temps de m'aider, donc puisqu'il a pas peur des échelles, au boulot mon cher. Et moi pendant ce temps-là je vais m'occuper sur un petit détail de rien du tout, remettre les crochets de la jardinière maintenant que la peinture est enfin sèche. À l'origine, ces crochets étaient peints en brun, j'ai poncé la peinture et je les ai repeints en noir pour que les crochets s'accordent à toutes les pièces en fer forgé qui sont dans cette pièce. D'ailleurs, cette pièce est vraiment devenue un charmant petit bureau dans lequel je fais le montage de cette vidéo. Ça fait trop du bien d'avoir enfin un espace un peu joli dans la maison. Et puis dans la dernière vidéo, je vous avais promis que cette fois-ci, on allait peindre l'escalier. J'ai même fait une promesse coûte et on déconne pas avec ces choses-là, ok ? Alors on commence à préparer les travaux de peinture, je retire d'abord toutes les plaques de finition des interrupteurs, je protège le joli interrupteur en laiton avec du scotch. Alors ensuite au magasin de peinture, on nous a conseillé de mettre un accrocheur. Alors nous on fait ce qu'on nous dit et on met un accrocheur. Ici je sais pas trop ce que je cherchais à cadrer, mais on le rappelle, tout plan sur lequel on voit Pipoun est un plan vidéo réussi. Tiens la preuve, regarde il est bien mon cadrage, on voit quand même très clairement qu'on est en train d'appliquer de l'accrocheur là. Là-bas, dans le coin de l'écran. Alors sinon, en fait, l'accrocheur, c'est parce qu'on n'a aucun moyen de savoir ce qu'il y avait sur ces murs avant que je n'achète la maison. Il y a certains types de revêtements muraux sur lesquels la peinture n'accroche pas correctement. Alors ça se trouve, c'est pas le cas et je suis en train de perdre mon temps avec cette histoire d'accrocheur, mais j'ai aucun moyen de savoir quels produits ont été sur ces murs avant mon arrivée, et donc je préfère jouer la sécurité et mettre un accrocheur quoi qu'il arrive. J'ai vraiment pas envie de consacrer 4 jours à peindre mon escalier pour finalement réaliser que la peinture s'écaille partout. Quand j'ai du mal à atteindre certaines zones, comme par exemple ici à l'arrière des tuyaux, bah j'y vais avec mes doigts. Et tant pis, ça marche très bien. À ce stade, on n'a pas encore mis une couche de primaire, mais déjà rien que l'accrocheur, ça uniformise de ouf la pièce. Comme le produit est opaque, bah, toutes mes annotations au mur sont recouvertes, tous les endroits où j'ai noté des angles, des mesures, des indications de où il faut poncer, tout ça, ça disparaît. Je trouve déjà que ça beaucoup plus propre, et en même temps, je ressens une forme de nostalgie. Là, ça y est, on est sur le point de la terminer, cette cage d'escalier. Je m'étais presque habituée à la voir en travaux. Allez, on avance, et maintenant, il faut poser les bâches pour protéger le sol. Et mini parenthèse, mais quand je me vois me débattre comme ça avec la bâche de protection, bah ça me rappelle la fois où il y a 7 ans, quand un photographe avait fait appel à moi pour un shooting photo rémunéré. Et pourquoi pas de devenir un jour un top modèle. Voilà. J'ai rien à ajouter. Un top modèle. Enfin si, je pourrais ajouter les autres photos prises ce jour-là, genre vas-y, je fais un câlin à un buisson, je comprends rien à ma vie et je suis Gollum. Mais la meilleure photo, ça restera toujours « Salut, je suis un sac poubelle qui déploie ses ailes ». Par contre, no offense aux photographes, hein, d'un point de vue lumière, composition et photographie, ces images, elles sont ultra quali. C'est juste qu'elles me font beaucoup rire. Bref, je bâche d'abord la rampe pendant que Ginny pose le dernier joint d'acrylique dans les coins de la pièce. En gros, il doit poser un joint d'acrylique à chaque jonction entre le mur et le plafond, c'est pour éviter les fissures et pour créer une délimitation super smooth. Ah, et je profite de ce plan pour te montrer cette échelle ultra pratique. Il l'a louée au magasin de couleurs, c'est une échelle faite exprès pour les escaliers. Les 4 pieds sont indépendants et peuvent se régler, c'est super pratique. Cette échelle, ça va vraiment nous faciliter la vie. Enfin, surtout à Jimmy, parce que moi, je monte plus sur les échelles, hein, je suis trop flippée. Ici, justement, il faudra que Jimmy mette le scotch sur le haut de la fenêtre, parce que bah, j'irai pas plus haut. Je suis debout sur une chaise et c'est déjà mon max. Et maintenant, il faut protéger les marches. Oh, j'aime bien le bruit que ça fait, écoute. Oh, c'est trop bien. Donc j'ai acheté ce truc. C'est une surface autocollante. Bah, autocollant, pas tant que ça, hein. C'est marrant, Michel. Ah non, c'est de l'autre côté que ça colle, je suis con. Mais les scientifiques savent-ils vraiment ce qu'est l'intelligence? Oui, bah voilà, fais ce qu'on peut. Je sais que c'est pas du tout passionnant de me voir protéger mon entresol, mais en fait je laisse tous ces plans juste parce que je trouve le son hyper agréable. Ça devrait exister des ASMR BTP, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aimeraient ça. Maintenant que tout est bien protégé de partout, on peut enfin passer à la première couche de primaire. Et normalement, si tu regardes bien, tu vois bien que c'est pas totalement blanc. En fait, c'est un blanc très légèrement pêche. L'idée, c'est de garder des teintes chaleureuses.
Le blanc hôpital, je trouve ça super froid et triste, je préfère toujours casser les blancs que j'utilise avec des légères notes de couleur chaude. Je commence par tout ce qui demande de la précision, les encadrements de fenêtres, les bords de plainte. Je fais ça avec un tout petit pinceau à aquarelle et j'ai aussi un mini rouleau pour les moulures. Pendant ce temps, Jimmy, lui, il fait les plafonds et le haut des murs avec un gros rouleau. Et sur ce plan, on voit bien la teinte pêche qui se cache dans ce faux blanc. Et alors le faux blanc, ce sera pas partout, hein. Le bas des murs sera d'une autre couleur, puis il faudra quand même passer une deuxième couche avec une peinture de finition sur les plafonds et le haut des murs. Ce sera pas pour aujourd'hui parce que rien que cette première couche de primaire nous a demandé une journée entière de boulot à deux. Et Jimmy et moi, on est le genre à prendre 0 pause tant qu'une tâche est pas finie, donc avoir une tour c'est super, mais quand il faut peindre l'escalier de la tour, faut assumer. Petit papillon, tu t'es collé dans la colle, abruti. Bah oui, petite mythe. Bah oui, bah je suis désolée. Je te conduirais bien à l'hôpital pour petit papillon, mais il y en a pas. Le lendemain matin, on découvre qu'on avait vraiment bien fait de mettre de l'accrocheur, sauf qu'en fait on avait visiblement oublié une zone au-dessus de la fenêtre. Voilà ce qu'on craignait, la peinture qui pèle. Après, si c'est juste sur une petite zone comme ça, c'est pas grave, on va pouvoir rattraper et réparer, t'en fais pas. Je commence par gratter toute la zone, alors j'insiste vraiment pour être sûr que tout ce qui reste sur le mur soit bien accroché, un coup de ponçage, et puis je replafonne la zone. En attendant que le plâtre sèche, on a encore énormément de boulot, notamment ici. Pour cette zone un peu chelou de l'escalier, on n'a jamais trop su ce qui faisait partie du mur, de la plainte ou de l'escalier, mais il est temps de se décider. Je décide finalement que ce serait plus harmonieux si c'était de la même couleur que le bas des murs. Il reste aussi ce grand coffrage à recouvrir. Pour les charnières, je ressors le mini pinceau à aquarelle et j'y vais juste un peu délicatement. Je peins aussi la tranche de la porte. Ah, le souci du détail, il est jusqu'au bout ici. Découverte suivante, et ben finalement on se rend compte qu'on aurait dû mettre de l'accrocheur partout, vraiment jusqu'au bord. On s'est concentré sur les grandes zones sans faire de contours, et maintenant on se retrouve à avoir tous les contours qui pèlent. Encore une fois, c'est pas un drame, hein, on va gratter et réparer ça. Mais donc juste, j'insiste sur ce conseil, si t'as une vieille maison, ça vaut la peine de mettre de l'accrocheur partout. Dans le doute, ça t'évitera ce genre de contretemps. Bon, et sinon, moi ça m'emmerde vraiment très fort d'avoir peur des échelles depuis ma chute. Je refuse d'être handicapée par ça toute ma vie, alors je me force à m'y confronter. Ici ça va, je me sens plus ou moins en sécurité parce que l'échelle est coincée dans l'encadrement de la porte, elle risque pas de glisser. Je suis pas très haut, mais en vrai c'est un combat intérieur pour faire taire la peur. Faut vraiment que j'arrive à me débarrasser de cette nouvelle phobie, hein, ça va pas du tout. Il y a même pas 6 mois, j'étais le genre à faire l'acrobate comme Ginny, j'avais pas peur des hauteurs, ça me saoule. Ah, qu'est-ce que ça me saoule. J'aime pas me sentir faible, j'aime pas avoir l'impression que je suis pas capable de faire un truc. Bon, et sinon pour revenir sur les travaux, fin de journée, le plâtre est sec, et après un léger ponçage, je peux enfin le recouvrir d'une première couche. Ici, j'ai gratté la matière qui posait problème, donc pas besoin d'accrocheur. Le plâtre, normalement, ça accroche très bien la peinture. À cette heure-ci, on n'a plus une jolie lumière naturelle, mais même avec un éclairage artificiel, je trouve que ce faux blanc remplit vraiment sa mission. C'est blanc, ok, mais ça reste chaleureux. C'est pas un blanc froid polaire hôpital. Un dodo, et puis c'est parti pour la deuxième couche. Pour la deuxième couche, on va faire que le haut des murs et les plafonds aujourd'hui. Demain, on fera le bas des murs dans une autre couleur, et le jour d'après, il faudra mettre la deuxième couche de l'autre couleur. On a encore du boulot, c'est pas fini les petits potes. Surtout quand on croise ce genre de petites surprises. On aurait vraiment dû faire les bords avec de l'accrocheur. Bon, tant pis, de toute façon, maintenant c'est trop tard, donc on gratte bien pour retirer ce revêtement bizarre qui tient pas la peinture à ces endroits-là. Par endroits, ça fait même carrément de sacrés trous. On perd une bonne matinée à gratter et à replafonner tous ces encadrements de portes et tous les bords du plafond. Mais bon, c'est une perte de temps, mais en même temps, c'est pas comme si on avait le choix, hein. On va pas laisser ça comme ça, c'est hors de question. Une fois ce petit souci résolu, peinture, jour 2 sur 4. Il est tout cassé. J'essaye quand même de faire tous les plafonds que j'arrive à atteindre. Il faut vraiment que je travaille sur cette part, et puis en même temps, j'ai pas envie de laisser Jimmy faire tous les trucs en hauteur à ma place quand même. Et puis en fin de journée, les encadrements de porte sont secs, alors ponçage, et puis il faudra que je peigne ça. Par contre, j'ai pas fait gaffe, j'ai mis du blanc sur la fresque ici. Quoi? Notre fresque, notre belle fresque. C'est impardonnable, on l'aimait tellement cette belle fresque. Tu la vois la tache sur la vidéo? Je sais pas. Attends, là. Ah, tu avais dessiné sur le sable. C'est un beau visage. C'est peut-être même mieux qu'avant là. Mais cela dit, avec cette lumière-ci, elle est presque belle la fresque vue d'ici. Mais en vrai, les couleurs sont belles, c'est vraiment juste les finitions. C'est potache, c'est potache. Si je me trompe pas dans le calcul des jours, là c'est le jour 3 de peinture, ou 4, je suis pas sûre. Bref, je remets de la peinture sur les encadrements qui ont été replafonnés. Il faudra que je m'assure qu'il y ait bien 2 couches partout. Et pendant que je m'occupe de ça, Jimmy il pose les scotches de délimitation. Ça va être super chic, moi je vous le dis. Pour que la délimitation soit parfaite, Jimmy a une technique pour éviter que la peinture ne bave sous le scotch. Étape 1, peindre la délimitation avec la couleur du haut du mur. Donc là, il peint la tranche du scotch en blanc.
Puis ensuite, il faut attendre que ça sèche pour faire la suite. Et d'ici là, je te présente la très jolie couleur du bas des murs. C'est un genre de pêche rosée, d'orange couché de soleil. On dirait une pâtisserie, un joli paysage et un désert chaleureux, le tout en même temps. En plus, ce genre de couleur se mariera ultra bien avec le vert foncé de l'escalier. Et avec le vert de toutes les plantes que je vais y mettre. Faut te fier pas trop à la couleur de la première couche, il faut vraiment 2 couches pour apprécier le résultat. Même si on a que le bas des murs à peindre aujourd'hui, ça prend bien toute la journée parce que c'est la moitié la plus compliquée du mur. Il y a plein de petits détails et de moulures, ça prend plus de temps que les grandes zones plates que sont les plafonds et le haut des murs. Loulou, tu es quand même vraiment proche de la peinture fraîche. Mon petit cœur. On s'éloignerait pas un tout petit peu du mur, Loulou? Tout plan sur lequel on voit Pipoun est un plan réussi. Oui, les études d'art, ça sert à rien, nanana. Ouais, regarde, je sais manier un pinceau. Et pour revenir sur ce joli rose pêche, je trouve que cette couleur s'accorde même très bien avec le pelage de Pipoun. C'était le plus important, non? Jimmy, lui, il a rien compris à la vie, il veut changer l'angle de la caméra. Sans cela, on voit ça peut-être. Maman, la priorité, c'est qu'on voit Pipoun. En fait. Non, mais on l'a déjà vu, tiens. On l'a pas assez vu. Filme juste quand je fais ce coin là, c'est plus intéressant. Donc tu veux qu'on filme toi plutôt que Pipoun? Ouah, passionnant, un mur. On aurait tous préféré voir Pipoun. On aurait pu le poser, hein, c'était beau aussi. Non, parce que je préfère faire des visages de jugement sur le fait qu'on est déçu de pas voir Pipoun. C'est scandaleux, hein, Pipoun. D'accord. Trahir en disgrâce. Tu sais bien que tu veux pas faire une vanne si longue dans ta vidéo, donc. Si, je suis capable. Les blagues les plus longues sont les plus drôles. Mon petit cœur! Attention, Loulou, attention, il y a de la peinture partout, pas toucher, pas toucher! Ah, c'est bien, Loulou, c'est bien, tu es sage. C'est bien. Alors, crois-le ou non, mais ce matin-là, il pleut et le ciel est gris. Pourtant, on a l'impression qu'il fait beau et chaud. C'était tout le but de cette couleur pour l'escalier. On vit en Belgique, on se caille le cul 10 mois par an et on voit jamais le soleil. Alors il faut bien amener le soleil dans la maison autrement. Je passe la deuxième couche là où j'ai dû faire des petites corrections sur les encadrements de porte. J'ai aussi ce genre de petites finitions à faire au pinceau. Et je profite de ce plan pour encore chanter les louanges de cette couleur. Autant le jaune bizarre de la cour, je vais pas essayer de convaincre qui que ce soit. Autant pour ce rose pêche, je suis sûre d'avoir fait le bon choix, c'est trop magnifique. Bon d'accord, pas autant que Pipoun, rien n'est aussi joli que Pipoun. Et sinon maintenant j'ai des plans extrêmement satisfaisants de Jimmy qui retire les scotch. En gros, il a d'abord passé une couche de blanc là où il voulait mettre le rose. En fait, même quand tu colles très bien ton scotch, il y a toujours un peu de peinture qui bave en dessous. Là, la peinture qui a bavé sous le scotch, c'est la peinture blanche, donc pas de souci pour le haut du mur. Après, il a laissé sécher, donc ça a scellé le scotch et plus rien ne pouvait baver en dessous. Et seulement là, il a pu passer la deuxième couleur et il n'y a rien qui a bavé. Vraiment, je recommande cette astuce, ça fait des délimitations parfaites. Et maintenant qu'on a retiré les protections au mur, on retire également celles du sol. Michel! As-tu vu? Qu'est-ce que t'en penses, Loulou? Là, c'est un petit peu comme déballer un cadeau à Noël. Je dois aussi déballer les jolis tuyaux en cuivre. Normalement, la couleur du cuivre et celle des murs iront super bien ensemble. Et je t'entends d'ici, mais là on voit rien. Tout plan sur lequel on voit Pipoun est un plan réussi. Si tu veux me voir déballer des tuyaux, j'ai aussi une vidéo sous cet angle, mais elle est beaucoup moins bien, y a pas Pipoun dessus. Comme d'habitude, pour tous les petits détails et toutes les petites finitions, mon outil préféré c'est un scalpel bien aiguisé. Je suis Philippe Boxo, je fais des autopsies de tuyaux en cuivre avec un scalpel. D'ailleurs, anecdote, quand j'avais 17 ans, avec l'école, j'ai pu assister à une journée de cours de mon choix à l'université de ma ville, et de tous les cours que j'aurais pu choisir, je me suis inscrite au cours de médecine légale. Et tu sais qui enseigne la médecine légale à Liège ? Philippe Boxo. Je me souviens, il nous avait raconté comment les cadavres plongés dans l'eau pendant plusieurs mois avaient la même texture que la feta, c'était grave intéressant. Oui, pardon, Pipoun, t'as totalement raison, je m'égare. Du coup, j'en étais où? Ah oui, c'est ça, les jolis tuyaux en cuivre. Ils sont beaux, hein, mes tuyaux. Et on peut tout doucement commencer à apprécier la cage d'escalier fraîchement repeinte. Les murs prennent vraiment bien la lumière du jour, je trouve ça super doux. Je peux maintenant retirer les protections des interrupteurs et remettre en place les plaques. Et t'as vu ces Pipounes? On va remettre la porte. On pourra enfin arrêter de faire « Je fais pipi !» pour dire à l'autre qu'il faut pas passer dans l'escalier. Enfin. Tu vois la chanson de Fatal Bazooka avec « Ah ouais, elle pisse, la porte ouverte !» Nous c'est encore pire, elle pisse sans porte, c'est génial. Sans porte. Ça faisait un moment qu'on l'avait plus vue cette porte. Et je reste ultra fière de ce que j'en ai fait. Elle était affreuse avant. Grandiose. Il peut faire pipi, la porte fermée. La poignée de porte est en chemin, j'en ai commandé une en laiton, mais déjà, waouh, je suis super fan. Je sais pas si tu te souviens de comment était la porte avant que je ne la pimpe.
mais je suis fan de ce que j'en ai fait. Et même mon petit coffrage avec les tuyaux qui en sortent, j'adore. Cette cage d'escalier est en train de devenir superbe. Regardez-moi cette beauté! Mais il y a un truc qui me dérange. Genre là, faut faire des finitions. Pour toutes les autres volées de marche, la jonction entre la plinthe et le bois de l'escalier est impeccable, mais celle-ci demande encore un petit peu de soin. Alors je prends un mini pinceau et j'essaye de faire une délimitation plus propre. C'est pas les seules finitions que je dois faire, il y a aussi l'encadrement de cette fenêtre. Ici, j'avais pas fait la méthode de peindre le scotch dans la première couleur avant d'appliquer la deuxième couleur, et donc la délimitation a bavé. Une preuve de plus que la méthode de la double peinture sur scotch est la meilleure. Dans ces cas-là, je prends mon petit pinceau à aquarelle et j'y vais juste très délicatement. Et dire que personne ne remarquera jamais à quel point la finition de mes fenêtres est impeccable. Je sais pas pourquoi je parle tout bas, peut-être pour pas réveiller le pot de peinture. C'est le genre de tâche minutieuse que je trouve très relaxante en vérité. Bah écoutez, mes études d'art ne m'ont jamais servi à rien, si ce n'est que maintenant je suis capable de manier un tout petit pinceau. Ça valait bien la peine d'étudier 4 ans, n'est-ce pas? Je viens de découvrir ma tronche sur le retour caméra. Ah, j'ai l'art de faire des angles qui sont flatteurs. Cette femme est laide, à faire peur. Tellement laide qu'elle doit se cacher quand elle se trouve en public. Un top modèle. Bon, il reste encore quelques minuscules petites finitions. Il reste encore quelques petits scotch à enlever, et puis j'ai aussi découvert une petite zone qui a craquelé ici. Peu importe combien de fois je devrais gratter ces encadrements de porte avant qu'ils soient nickel, je vous le dis, à la fin ils seront nickel. Sinon je n'en dormirai plus la nuit. Donc délicatement, je vais gratter la zone, poncer, puis plafonner. Et puis j'ai aussi cet autre endroit où la peinture a un petit peu pelé. Du coup pareil, je commence par gratter et puis on réitère toutes les opérations. Ok. Ensuite on attend que ça sèche, et puis niveau finition des plinthes, moi j'attends ce niveau de propreté. Il n'y a rien qui déborde, la délimitation elle est bien droite, c'est impec. Et ceci, est-ce que c'est impec? Non, c'est pas impec. Écoutez, je pense que finalement je vais sortir les grands moyens. Ça va se faire en plusieurs étapes, ça va être un peu long, mais je tiens à ma finition parfaite. Donc d'abord, je commence par reponcer toute la tranche pour retirer toutes les aspérités, pour bien lisser le tout et bosser sur une base lisse. Ensuite, je repeins le tout en rose pêche en débordant généreusement. Et en attendant que ça sèche, je vais avancer sur le grand bureau. Je vais commencer par démonter les coffrages, mais avant j'aimerais bien libérer un peu d'espace dans cette pièce. J'avais ce meuble qui venait de mon premier appart et puis que j'ai eu aussi dans le deuxième appart. Je l'ai pris jusqu'ici en me disant il est bien ce meuble. J'ai changé d'avis, je l'ai assez vu, je l'aime plus. Non, c'est juste c'est un meuble Ikea, c'était pas fait pour être déménagé 3 fois, il a vécu. Mais il va continuer de vivre dans ma cave, ce sera un super meuble pour y ranger mes outils. Maintenant le défi c'est de descendre ça dans l'escalier sans abîmer l'escalier. Pour ça, j'ai simplement pris un plaid bien moelleux. Vous voyez rien, comme d'hab. Là, je suis en train d'emballer mon meuble. Oh bonjour Pipou, est-ce que tu m'autorises à utiliser ton plaid préféré juste pour protéger un meuble pendant 3 minutes, s'il te plaît? C'est le plaid préféré de Pipoun. Je ne vous dirai pas ce qu'il a l'habitude de faire avec. Ça glisse, ça ne fait rien du tout, stop. Et va savoir pourquoi, je ne retrouve pas du tout le plan vidéo de moi qui descend ce meuble. Mais bon, c'est pas très important, tout ce qui compte c'est que j'ai libéré un peu d'espace. Bon. Au début, je pensais pas démonter ce coffrage, mais en fait, il est vraiment très laid. Je ne peux pas vivre avec cette laideur chez moi. Donc, il va dégager et puis on avisera après. Agir et ensuite réfléchir. Étape 1, trouver les vis. Ça, normalement, ça va, c'est facile. Et ensuite, je dois retirer tout ce qui les recouvre pour atteindre le pas de vis et pouvoir les dévisser. Quel était l'intérêt d'enfoncer cette vis de tout ça? C'est quoi ce trou? Après, pour le coup, je dis merci aux précédents occupants d'avoir mis si peu de soin sur les finitions, parce qu'au moins je peux trouver facilement les vis. Avec les finitions que moi j'ai fait sur mes coffrages, les suivants, jamais ils vont les trouver, les vis. Ils ont mis 36 000 vis, c'était pas nécessaire d'en mettre autant. Avec la taille de ces vis, avec des vis pareilles, t'en mettais 2 et tout le coffrage il tenait, c'était bon. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est la matière qui recouvre les vis, c'est assez élastique, de l'acrylique peut-être. Le temps de retirer quelques vis sur ce coffrage, ma première couche sur la tranche de l'escalier est sèche, donc je vais pouvoir passer à la suite. Je me mets un petit podcast YouTube pour m'occuper pendant que je travaille. Vous voulez une peau plus lisse et plus lumineuse? Découvrez-la. Rendre ma peau lumineuse. Excuse-moi, mais je savais pas que c'était à la mode d'être radioactif. Ma peau est lumineuse. Ah là là, inventer des nouveaux critères de beauté pour vendre de la merde. On en est au stade où il faut que notre peau soit lumineuse. Bref, après avoir posé mon scotch, je peins la tranche du scotch en rose, comme ça je vais pouvoir faire la technique du scotch en double couleur. Et en attendant que ça sèche, moi je retourne sur le démontage de mon coffrage. Il me reste encore une tonne de vis à enlever. Normalement,
Ça ne tient plus, ce machin. Tout a été dévissé. Mais à ce stade, ça fait quand même un moment que j'avais pas découvert de nouveaux défauts absurdes et inexplicables dans cette maison. Ça t'a pas manqué à toi? Reste là, toi, le radiateur. Oh! Moi, en tout cas, ça m'avait pas manqué. Et ça, c'est un problème. En fait, le radiateur était déposé sur ce coffrage. Ce qui fait que le radiateur ne tient plus du tout. C'est embêtant. Très embêtant. Donc quand j'ai voulu retirer le coffrage, bah le radiateur est venu avec. Aïe aïe aïe. Les attaches n'étaient pas du tout attachées dans le mur. Une des deux était carrément tombée derrière le radiateur. Alors, voici la première attache de mon radiateur, qui ne tient visiblement plus du tout. Et la deuxième, est-ce que je saurais la récupérer aussi facilement que ça? Bah oui, totalement. Je te laisse ce passage vidéo sans l'accélérer, comme ça tu peux constater en temps réel de tes propres yeux la facilité avec laquelle je récupère cette attache sans le moindre outil. Cette attache, elle est supposée tenir un radiateur de plus de 100 kg, je devrais pas être capable de la récupérer à main nue. Sinon, au cas où c'était utile de le préciser, poser son radiateur sur un coffrage plutôt que de le fixer dans un mur, c'est une très mauvaise idée. Déjà c'est dangereux, si le radiateur tombe sur un pied, bah c'est adieu le pied. Ensuite, le principe d'un radiateur, c'est que l'air froid rentre par le bas, il est réchauffé dans le radiateur, et l'air chaud, il sort par le haut. Ici, il faudrait m'expliquer comment l'air froid est supposé rentrer dans mon radiateur. Je soulève le radiateur, tu sais choper cette planche-là, parce que du coup, ça va libérer le radiateur. Donc, on retire la tranche. Là, on travaille vraiment dans l'inconnu la plus totale. Hein. Le radiateur dessus, du coup. Ça va pas. Bah en fait, ils ont foutu un bout de bois ici pour soutenir le poids du radiateur. C'est... Personne vraiment gentille. Du coup, pour qu'on puisse déposer le radiateur sur quelque chose, bah, je ramène un parpeigne. Je pense qu'il n'y a pas le choix, faudra que je me renseigne sur comment vider un radiateur. Et d'ici là, bah, je vais démonter la deuxième partie de ce coffrage. On sait jamais que je trouve d'autres surprises derrière. Ici, idéalement, il aurait fallu que je fasse ça avant de faire construire ce gros plan de travail. Mais pas grave, je vais juste scier dedans pour pouvoir le retirer. Ici, sur le haut, nous avons quelques vis. Est-ce qu'on a envie de les enlever ou est-ce qu'on a envie d'y aller au pied de biche? Je crois qu'on va y aller au pied de biche parce qu'on a une grosse feignasse. Du coup, avec la scie, je crée une fente dans laquelle je pourrais glisser mon pied de biche. Mais l'option de la flemme est malheureusement rarement la meilleure option. Bon, ça va, on va enlever les vis, d'accord, j'ai compris. Faisons ça proprement, en plus ça me permettra même de récupérer les vis au passage. Eh, y a pas de petites économies, hein? Et ben voilà. Maintenant, je peux enfin retirer les plaques du coffrage et comprendre comment il a été conçu. Et vraiment, cette maison n'arrêtera jamais de me surprendre. Ce coffrage a été fabriqué en étagères démontées. Il y a des bitonniaux d'étagères sur le verso. Après, c'est de la récup. Je suis le genre à faire de la récup aussi, donc ça, je vais pas critiquer. C'est juste étonnant. Et voilà, ça c'est totalement les bitonniaux d'une étagère. Si t'as déjà vu une étagère Ikea, ce genre de truc devrait être familier. Ce morceau de coffrage, jadis, c'était une bêlée. C'est pas très grave, mais perso, j'aurais au moins retiré les pièces en plastique. Il y a des tuyaux de chauffage dans ce coffrage, je suis pas sûre que ce soit excellent pour la santé de chauffer du plastique pendant des années et de respirer ça. Et sinon, par contre, bah tant que le radiateur tient en équilibre instable sur un parpeigne, bah je dois fermer l'accès à cet étage pour Pipoune. Non mon petit cœur, tant que j'ai pas sécurisé tout ça, je ne te laisse plus aller à cet étage. Imagine si un horrible gros radiateur tombe sur ton joli petit nez, c'est hors de question. Je me renseignerai sur comment vider un radiateur, mais d'ici là, je vais passer la deuxième couche sur ce mur. Pour la couche de finition, finalement, on s'est décidé à prendre une teinte en moins en termes de saturation. Voyons voir ce nouveau bleu. Disons que la couleur finale sera 1% moins pétante. Bon, la nuance est vraiment subtile, hein. En gros, l'idée, c'est de garder ce bleu magnifique en retirant un tout petit peu le côté bleu électrique. Et faut pas se fier à 100% à la couleur que j'applique ici, parce qu'en fait, la peinture, elle change légèrement de nuance quand elle sèche, donc il faudra attendre pour le vrai résultat. D'autant plus que d'un plan vidéo à l'autre, la teinte est pas la même. Mais faudra encore un peu attendre avant le résultat final. Le monsieur météo m'a menti. Il devait pas pleuvoir aujourd'hui. Du coup, on se replie, et à la place, je vais plutôt aller avancer sur cette finition de l'escalier. Maintenant, je peux passer la couche de verre foncé sur la tranche en bois de l'escalier. Normalement, après la deuxième couche, ça devrait être nickel avec cette méthode. Le lendemain, après avoir regardé un tuto sur internet, on va essayer de vider le radiateur pour le retirer complètement. Pour commencer, il faut qu'on retire ceci. C'est un capuchon qui cache le pas de vis. Donc on retire ce petit capuchon, et puis on prend un machin octogonal pour serrer le T d'évacuation. Ouais, ça s'appelle comme ça, cette pièce-là s'appelle le T d'évacuation d'après le tuto. Pour t'expliquer le processus, je dois quand même te placer quelques bases. Promis, je fais vite.
En gros, t'as ta chaudière qui chauffe de l'eau. Cette eau chaude, elle est envoyée dans ton radiateur par un tuyau. L'eau chaude arrive par le haut du radiateur, là où il y a une poignée. Ton radiateur, il chauffe la pièce, l'eau, elle perd de la chaleur. Et puis, une fois que l'eau est froide, elle sort du radiateur par le bas pour retourner à la chaudière et être chauffée à nouveau. Tout ça, c'est un circuit fermé. Si je retire un radiateur, l'eau, elle pourrait sortir des tuyaux. C'est pour ça que je ferme le T d'évacuation. Comme ça, le circuit est fermé à cet endroit-là. Il n'y a rien qui pourra déborder. Ici, c'est fermé, donc même s'il reste de l'eau dans ce tuyau, si on démonte le radiateur, l'eau de ce tuyau ne sortira pas, c'est ça le but. Normalement. Alors juste avant la suite des opérations, je me rends compte que j'ai pas la bonne clé à molette, donc je dois faire une petite pause et passer au magasin de clés à molette. Donc je descends en direction du magasin de clés à molette, mais sur mon chemin, je passe devant cette zone de l'escalier et je ne peux pas résister à la tentation de retirer le scotch avant d'aller au magasin de clés à molette. Et du coup, ça y est, maintenant j'ai ma délimitation bien propre, enfin. Je peux donc aller au magasin de clés à molette l'esprit léger en sachant que mon escalier est nickel. J'ai été acheter ce qu'il faut, une grosse clé à molette. On va se débrouiller, on va essayer. Reprenons donc, on avait fermé le T d'évacuation, maintenant il faut fermer l'arrivée d'eau. Pour ça, j'ai juste fermé la vanne du radiateur, et maintenant je peux démonter le tuyau avec ma grosse clé à molette. C'est juste un petit écoulement du surplus, ou est-ce que ça va me pisser à la gueule? C'est ça la question. Oh, j'aime pas la plomberie. Non, ça va, tout compte fait, c'est cool. Non, ça va, j'ai rien dit, finalement je suis un boss de la plomberie. Il faut que j'y vois clair, j'ai besoin de voir les tuyaux et comment ils sont attachés au mur, donc je continue le démontage de ce coffrage. Je suis obligée de scier dedans ici pour le dégager de l'autre coffrage vertical. On retire la tranche, et maintenant qu'on y voit clair, on peut passer à la suite. Maintenant, il faut purger le radiateur. Je le maintiens pour pas qu'il se casse la gueule pendant que Jimmy fait pisser le radiateur dans un seau. En fait, c'est pour retirer l'excédent de pression. Pour ça, il faut juste ouvrir la petite vanne ici et attendre que l'eau arrête de couler. Quand ça coule plus, il faut refermer cette vanne avant de passer à la suite. Maintenant, il va falloir qu'on puisse retirer le tuyau de l'évacuation pour pouvoir vraiment vider toute l'eau du radiateur. Sauf que la vis est grippée, on n'arrive pas à la dévisser, donc on la chauffe avec un décapeur thermique jusqu'à ce qu'on arrive enfin à dévisser ce machin. Souvent, la chaleur, ça débloque bien des situations comme ça. Et là, il faut qu'on se tienne prêt avec un gros seau juste en dessous. Au début, ça coule pas beaucoup parce qu'on a refermé la vanne dans le haut du radiateur, mais dès qu'on ouvre cette vanne, là, ça se met à bien couler. Bon, ça fait une corde de plus à notre arc, on sait vider un radiateur. Maintenant, on attend que ça se vide complètement, et puis on pourra soulever le radiateur et puis le poser plus loin. Mais je sais pas pourquoi je trouve plus la vidéo du moment où on a bougé le radiateur, donc voilà, le radiateur a déjà été retiré. Derrière le mur, c'est une catastrophe, il est tout pourri, faut absolument qu'on répare ça. Mais avant, je dois continuer de démonter la structure du coffrage. Sauf qu'en fait, la météo est bonne et je veux pas rater cette occasion de terminer ce mur, alors voilà, tout compte fait, je vais peindre le mur. Mon petit gars, venez dans mes bras, petit monsieur, venez, regarde comme le mur il est beau. Hop là, pause câlin. C'est la pause câlin. C'est le plus beau des chats. C'est le plus beau des chats. C'est le plus beau des chats. Danger d'une relation trop fusionnelle avec son chat. J'aimais déjà beaucoup le premier bleu qu'on avait mis sur ce mur, mais avec la nuance à peine moins saturée qu'on a choisi pour la finition, je suis vraiment convaincue de ce choix de mur bleu. C'était pas évident parce que tout le monde dans mon entourage m'a dit que ce serait super bizarre du bleu dans une cour. Mais si j'étais le genre à écouter mon entourage, je serais pas là à vous faire des vidéos stupides sur internet pour gagner ma vie. On rentre le loup. On rentre. Allez, viens. Viens avec moi mon petit cœur. Tu veux rester encore un peu dehors ou tu rentres avec moi? Bah oui, hein, tu me suis comme d'hab. De retour sur le chantier du radiateur, je vais essayer de nettoyer tout ça. J'ai envie de travailler au propre. Il faut aussi que je gratte tout ce qui tient pas bien sur ce mur. En fait, l'idée, ce sera de fixer à nouveau le radiateur. Mais si je veux que le mur puisse tenir le poids, il faut que je le répare en profondeur. En grattant tout ce qui ne tient plus, j'arrive carrément à la brique du mur. Faut vraiment réparer ça. À la base, moi, je voulais juste démonter un coffrage. En vrai, j'aurais mieux fait de tout démolir dans cette maison et ensuite de tout rénover. Alors, sans transition, on avait un peu oublié ce détail, mais moi, je dois repeindre certaines zones autour des portes. Une petite finition par-ci, une petite finition par-là. Et puis après cette brève parenthèse, je vais appliquer du béton contact sur mes murs. Pas de béton contact sur mon plancher. Ça, c'est bon. J'avais oublié, mais ça sent bon le béton contact en vrai. On va créer une bonne grosse croûte de béton contact. J'ai réfléchi approximativement moins d'une journée. Et j'ai déjà décidé ce que je veux faire ici. Gros défaut, mais également grosse qualité, je me décide vite. Il sera toujours temps de regretter plus tard, au pire. Le béton contact, c'est un genre de mélange de colle ultra forte et de sable. En fait, ça crée une croûte d'accroche idéale pour le mortier. Et puis maintenant, il faut que j'attende que ça sèche avant la suite.
en attendant, je vais me pencher sur le radiateur en lui-même. Je démonte tous les caches sur les tranches et sur le dessus. En fait, c'est supposé rendre les radiateurs plus design, mais je trouve ça plutôt vieillot. Et si je veux nettoyer correctement le radiateur, bah il faut que je retire tout ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ne pas penser au fait que la poussière est en fait composée de peau morte humaine, ne pas y penser. Non, 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 ça n'existe pas. La poussière est faite de paillettes d'arc-en-ciel. Je ne suis pas du tout en train d'essuyer des restes humains de gens que je ne connais pas. C'est dégueulasse. Nicolas. C'est infâme, c'est immonde, c'est affreux. Du dégoût, la chanson du dégoût. Ça me dégoûte quasi autant que l'ex de ma meilleure amie. Quel gros connard ce type. Mais au moins ce radiateur a le mérite de tenir chaud. Contrairement à ce casseur. Chanter pour oublier le dégoût. Chanter pour oublier le dégoût. Mes excuses les plus sincères à vos oreilles, mais pendant ce petit concert improvisé, bah moi j'ai pu bien avancer. Tiens, regarde, en 5 minutes, la gueule de mon eau, elle est déjà opaque de crasse. Tiens, en un seul passage, regarde. Donc là, mon truc est propre. Je passe une seule fois et regarde tout ce que je récolte de peau morte humaine. C'est dégueulasse. S'asseoir sur une clé molette, ça fait du bien. Maintenant, il faut que je trouve des astuces pour nettoyer l'intérieur. Alors j'essaye en passant ma loque dedans, mais même si ça fait tomber une tonne de crasse, c'est pas super efficace, je vais devoir trouver autre chose. Mais avant, il faut quand même surtout que je change mon eau. Et maintenant que j'ai de l'eau propre, prout, je sors les grands moyens. La vie est trop courte pour ne pas nettoyer ses radiateurs à grande eau. Prout. Je vais balancer de l'eau dans mon radiateur jusqu'à ce que toute la crasse en tombe, et personne ne pourra m'en empêcher. Ça marche plutôt pas mal. J'éponge le plancher à chaque passage pour pas que l'eau s'y accumule. Même si j'ai passé 4 couches de vitrificateur sur mon plancher et que normalement il craint pas l'eau, bah j'ai quand même pas envie de finir dans une flaque géante. Donc je balance de l'eau, j'éponge, je balance de l'eau, j'éponge, je nettoie le sol autour de moi tant que j'y suis, je balance de l'eau, j'éponge, enfin bref, t'as compris. Maintenant que le gros de la crasse est tombé, il faut que je désincruste tout ce qui s'accroche encore aux parois. J'ai encore ce long machin qui est fait pour, ça marche bien quand la poussière est sèche, mais ici c'est un vieil agglomérat bien gras de poussière collante, cette brosse suffira pas. Du coup je tente de mettre au point une technique. J'ai ces lingettes désinfectantes qui marchent du feu de Dieu pour nettoyer plein de trucs. Si je les fais passer dans le radiateur à l'aide de mon long bâton plein de poils, bah ça devrait frotter la crasse et la retirer au passage. En tout cas ça a l'air de vraiment bien marcher vu la crasse que je récupère sur chaque lingette, donc go. Ça demande un temps fou parce qu'il y a une tonne de creux différents sur ce genre de radiateur, mais je prends patience et je récure les fentes une par une. J'y passe plus d'1 heure, peut-être même 2, j'ai pas fait gaffe, mais en tout cas ça a pris du temps. Mais genre vraiment si tu veux nettoyer tous les radiateurs de ta maison, faut poser une semaine de congé, c'est abusé comme ça prend du temps ce truc. Pour la suite des opérations, j'essaie de rester organisée. Je fais une liste de toutes les étapes concernant ce souci de radiateur. Ici, on a déjà validé ces 2 étapes. Et l'étape suivante, bah, c'est le mortier, donc je commence par faire mon mélange. Par contre, ça fait un moment que j'ai plus claqué le mortier, moi je sais pas si j'en suis toujours capable. Eh mais qui voilà, c'est le chaton maçon. Tu vas m'aider à claquer du mortier, petit cœur. Écoute. Ok, ça va, j'ai pas trop perdu la main. Ça va. Là, je veux surtout remplir les trous entre les briques et solidifier le tout. Le mortier, normalement, ça va, c'est bien costaud comme matériau. Moi, à la base, je voulais juste démonter un coffrage. Oui, mais en même temps, avec toutes les surprises que cette maison m'a réservées depuis le début des travaux, je devrais même pas être étonnée de ce genre d'imprévu. Ah bah finalement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et maintenant, on attend que ça sèche, et pendant ce temps-là, bah, je dois m'occuper d'un truc par ici. Derrière cette plaque, il y a des robinets, des évacuations d'eau, des tuyaux et un tas de bazar de plomberie, et il faut que je puisse accéder à tout ce bordel facilement. Il faut donc que j'ouvre une porte ici. Donc, après avoir tracé là où je veux découper, je sors la scie vibrante. Je dois commencer par créer une petite ouverture par laquelle je pourrais passer la lame de ma scie sauteuse. Une fois que j'ai réussi à enfoncer ma lame au travers, bah, il n'y a plus qu'à découper. Et puis je réitère l'opération pour chacun des 4 côtés de mon rectangle. D'ici à la suite des opérations, bah, je condamne l'accès avec du scotch pour pas que Pipoun aille se balader dans mon coffrage, ça devrait suffire. Et maintenant... j'ai décidé de démonter ce coffrage il y a à peu près 3 minutes, et je trouve que c'est un temps de réflexion extrêmement raisonnable pour lancer ce genre de travaux, donc c'est parti. Déjà comprendre comment c'est fabriqué ce machin. Malheureusement pour moi, ça a été très bien fabriqué. Jusque là, il y avait toujours des coffrages mal branlés, et ça m'arrangeait bien parce que je pouvais les démonter facilement. Mais ici, je dois admettre que celui-ci a été plutôt bien fabriqué, je ne trouve pas les vis. J'ai beau gratter et même creuser un peu profondément, je trouve pas une seule vis. C'est du plâtre! Je ne sais pas comment ils ont fait un truc en plâtre massif. Et quand on tombe à court de patience, bah, il reste toujours l'option de taper dessus avec un marteau. Parfois ça marche.
Ben oui, c'est que du plâtre. Comment est-ce qu'ils ont fabriqué ça? Ah mais si, mais voilà une plaque de quelque chose qui les ont sacrément bien plâtrés. Je sais pas vraiment comment ils ont fabriqué ce truc, mais il y a une croûte de plâtre de 5 mm d'épaisseur. Après, le rendu est propre, hein, je suis pas en train de critiquer, c'est juste que ça m'arrange pas pour démonter ce truc. Oh, pied de biche, j'ai la flemme de chercher des vis dans 20 cm de plâtre. Non, vraiment, pour déterrer chaque vis, il faudrait que je fasse un vrai travail d'archéologie et flemme, gagnant du temps. La destruction, c'est le genre d'étape super simple dans les travaux, et on peut totalement envoyer bouler les règles de l'art. Moi, je veux détruire un truc, pas faire de la haute couture de précision. Je sais pas ce que ça fout là, mais ça c'est à nous. Pour ceux qui se souviennent, bah, c'est une des cordes qu'on avait foutues entre les lattes du plancher l'été dernier quand on devait le corder. Bah tout compte fait, j'ai bien fait de démonter ce coffrage parce que je crois qu'on a une fuite de chauffage et je l'aurais jamais vu si j'avais pas démonté ce chauffage. La grosse croûte d'oxydation sur le tuyau, bah ça indique rien de bon. Il va falloir encore trouver un plombier. En attendant d'en trouver un, il me reste le haut de ce mur à peindre. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il faut au moins 8000. Je fais tout ce que je peux sur l'escabelle à 4 pieds. Cette échelle, elle est suffisamment stable à mon goût, ça va, j'ai pas trop peur. Bon, après, je peux pas dire que j'ai pas peur du tout, hein. Ça me saoule de l'admettre, mais en fait, ma chute d'échelle de la dernière fois m'a débloqué une toute nouvelle phobie des hauteurs, et je déteste ça. Je déteste me sentir faible, je déteste avoir l'impression que je suis pas capable de faire un truc. Du coup, je suis têtue, je réessaye, je vais quand même essayer d'atteindre le haut du mur, mais vraiment, c'est dur. Ça m'énerve, je déteste quand j'arrive pas à plier mon corps à ma volonté. C'est mon cerveau, c'est moi qui décide, je devrais pouvoir faire taire la peur. Mais mon corps veut pas, j'ai les jambes qui tremblent, je suis en sueur, j'hyperventile. Mais j'abandonnerai pas, dans aucun monde je laisse le haut de mon mur comme ça, j'ai commencé, il faut que je finisse. Bon, le truc c'est que là, ce que vous voyez pas hors champ, c'est moi qui tchoule comme une bonne grosse merde. Finalement, en me voyant toute tremblante sur mon échelle, Jimmy va prendre pitié et me proposer de le faire à ma place. C'est adorable de sa part, même si j'aurais préféré que ce soit pas nécessaire, hein, j'aurais préféré réussir à vaincre ma peur, mais bon. Sur une note plus joyeuse, j'ai trouvé un plombier. Si j'ai trouvé aussi vite, c'est grâce à un site trop bien, ça s'appelle Ring Twice. Alors je sais pas si vous avez un équivalent en France, mais pour les Belges, vraiment je vous le recommande, c'est trop bien. En gros, tu vas demander un service sur le site, tu peux choisir entre plusieurs catégories. Moi je vais choisir la catégorie bricolage, ensuite j'affine en disant que j'ai besoin d'un plombier, et puis ensuite tu peux expliquer de quoi t'as besoin en 2-3 mots. Tu peux même mettre des photos pour que ce soit plus clair. Là j'ai posté mon annonce, dans les 30 minutes j'avais déjà 3 propositions. J'ai pu discuter vite fait avec les plombiers, trouver un dont le devis me convenait, et 2 jours plus tard, j'avais un plombier à la maison. C'est trop bien ce site. Il a travaillé tellement vite que j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit, mais bref, il m'a remplacé ce bout de tuyau défectueux, et en vrai, je le trouve assez joli, ça pourrait même être esthétique comme un joli tuteur pour mes plantes, je vais garder ce truc. Tant que j'ai un plombier à la maison, justement, j'en ai profité pour lui demander de raccorder cet évier sur le plan de travail. Petit souci, le trou qui a été prévu dans le plan de travail n'est pas assez large pour l'évacuation d'eau, donc il va falloir que j'agrandisse ce trou. Alors le plombier avait essayé avec une cloche, mais on voit bien que ça a ripé sur le bord, ça aurait pu abîmer le plan de travail, donc il faut que je trouve une autre solution. J'ai 2 options. La première, c'est une espèce de lime circulaire que je peux connecter sur ma visseuse pour raboter le bord patiemment. Ça fonctionne, mais c'est jamais qu'une petite visseuse électrique portative et j'ose pas mettre toute ma force dessus, je voudrais pas péter le mécanisme. Alors du coup, j'ai la deuxième option, qui sera beaucoup plus physique et fatigante, mais avec laquelle je peux mettre toute ma force sans risquer de péter quoi que ce soit, le faire à la main. Si je me fie à la durée de mon timelapse, ça m'a pris 40 minutes à la main. C'était super physique, j'étais en sueur. En vrai, ça fait vraiment les bras, et du coup, voilà, on considère que mon cardio de la semaine est fait. Et 40 minutes de ponçage intense, je te jure, ça fait suer, hein. Une fois que j'ai fini d'agrandir le trou, je vais smoother les bords avec un papier ponce plus fin. Je vérifie quand même que le trou est à la bonne taille maintenant. Oui, super, maintenant l'évacuation s'emboîte sans aucun souci. Maintenant, il faut que je m'occupe de cette petite tâche claire. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce plan de travail, c'est un des premiers trucs que j'ai fait construire quand je suis arrivée dans la maison, et à ce moment-là, j'étais encore plus désorganisée et nulle en travaux que je ne le suis aujourd'hui. Et donc je m'y suis très mal prise pour évaluer l'ordre dans lequel il fallait faire les choses. Ce qui fait que cet évier avait été collé beaucoup trop tôt sur ce plan de travail, avant même que je n'ai pu le traiter et avant même que l'évier ne soit raccordé. Du coup, on a dû décoller l'évier pour aller chipoter à la tuyauterie là derrière, sauf que là je me retrouve avec cette petite tâche qui est non traitée. Donc c'est pas grave, maintenant je vais traiter enfin cette zone avant de fixer l'évier pour de bon. Bon, le truc c'est que j'ai pas envie d'utiliser les 2 pots en entier, parce que ça serait quand même du gaspillage de beaucoup de produits pour une toute petite zone de mon plan de travail, donc je vais essayer de faire un dosage comme je peux. Il faut 3 unités de ça pour 1 unité de ça, donc je vais doser à la cuillère à soupe. Mélanger les composantes. Alors, une dose de ça. Allez. On va dire que ça fait 1 dose de ça. Ensuite, qu'est-ce que je ferais pas pour éviter du... Ah! Gaspillage.
Ce composant est beaucoup plus liquide que l'autre. Une dose, 2 doses, 3 doses. Ouais, ça devrait aller. Ah, j'ai oublié, c'est vrai, ça prend feu ce truc. Allez, on va faire ça. Attention, Pipou, je vais utiliser un produit potentiellement inflammable. T'as pas envie de bouger de là, mon petit cœur, s'il te plaît? Je vais donc maintenant étaler le produit avec un chiffon bien doux. Pipou, marche pas dedans, s'il te plaît. On va marcher à côté, c'est très bien. Alors traiter cette zone ça va très vite comme c'est une toute petite zone, mais je vais aussi en profiter pour verser du produit sur la petite fente. Cette fente entre les deux morceaux de mon plan de travail a été bien scellée avec de la colle, mais j'aimerais bien la combler totalement pour qu'il n'y ait pas d'eau qui aille se piéger dans la fente, ça pourrait faire moisir le bois. Ce qui tombe super bien c'est que le produit que je suis en train d'appliquer est très liquide, donc quand je le dépose sur la fente, ça fait plein de petites bulles parce qu'en fait le produit est en train de couler dans la fente pour la remplir totalement. Une fois que ça a arrêté de faire les bulles, j'imagine que ça veut dire que l'espace est totalement rempli, donc maintenant j'essuie l'excédent. Et ça y est, la fente est comblée, c'est top. Alors j'avais reçu ce produit par la poste, mais le même jour j'avais reçu un autre colis encore plus chouette. Non, je vous jure, ça va être trop bien. What's in the fucking box? What's in the fucking box? Alors non, c'est pas une tête humaine, c'est bien mieux. Ce sont des poignées en laiton assorties avec celles des châssis. Il y aura une cohérence dans toute la cage d'escalier. Hihihi, mes belles poignées en laiton, ça va être trop bien. Du coup, j'installe mes nouvelles poignées sur ma belle porte fraîchement réinstallée pour les toilettes. Et du coup, maintenant, toutes les poignées de cette cage d'escalier sont assorties. Celles des fenêtres, mais également celle de la porte des toilettes. Je trouve ça super chic. Il y a aussi ces tuyaux en cuivre qui, selon la lumière, parfois apparaissent dorés et parfois apparaissent plutôt rosés. Je trouve ça hyper joli dans les deux cas. Malheureusement, il fait laid, donc je peux pas vous montrer d'image d'un jour où il fait beau, où la lumière est magnifique, mais regarde, même avec une lumière moche, ça fait chaleureux. C'était ça le but. Quand je serai grande, j'aurai une maison rose. Et ça y est, j'ai une maison rose. Bon, par contre, je suis toujours pas très grande. Mais j'ai une maison rose. Dernier petit détail à résoudre, il y a aussi l'appui de fenêtre qui pour l'instant n'est qu'un bloc de béton moche. Donc ça, il faut que je choisisse une pierre qui me plaise, que je la fasse tailler à la bonne taille. Mais donc bref, on va s'occuper de ça, un de ces quatre. Est-ce que je deviens zinzin et que je me fais un appui de fenêtre en laiton? C'est qu'une possibilité. Je peux même faire un appui de fenêtre en mousse si je veux. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Je ressens vraiment une liberté totale dans cette maison. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Si je me plante, ça regarde que moi. Si je change d'avis, je peux. Si je veux tester des trucs, j'hésite pas et je le fais. Et si j'ai des idées farfelues comme installer un tuyau d'arrosage dans mon bureau, je demande l'autorisation à personne et je le fais. Tout mon entourage m'a dit « Oh là là, un mur bleu, ce sera vraiment très bizarre, tu vas le regretter. » Non. Non, et au pire, si je le regrette, je m'en fous, c'est mon problème et j'aurais qu'à changer la couleur. Et si je veux faire pousser des légumes dans mon bureau, personne ne m'en empêchera. Tout ce blabla, c'est pour dire que les travaux sont loin d'être finis, j'ai encore un tas d'idées farfelues que j'ai envie de mettre en place, et puis c'est surtout pour meubler pendant que je vous montre tous ces plans de mon très joli escalier. Wow! En parlant d'idées farfelues à mettre en place, en ce moment, en plus de réparer tout le bazar dans ce grand bureau, je suis en train de préparer plein de projets trop cool pour cette pièce. Un banc chauffant, un tuyau d'arrosage, un robinet. Oui, je sais, c'est farfelu, mais je t'expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Merci à CyborgsVPN qui sponsorise cette vidéo. N'oublie pas qu'en passant par le lien en description, t'as 83% de réduction sur le prix de ton abonnement et en plus t'as 4 mois offerts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.